Donc, bonjour, peut-être juste vous dire, parce qu'on a été bien présenté, on vous a permis ce bout-là, mais que c'est un projet qu'on fait aussi avec plusieurs autres chercheurs de l'UQO, de l'UQAC, dont Daniel Maltais, dont il a été question là, dans la présentation juste avant, puis d'autres étudiantes qui ont participé à l'analyse des données qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on est là, moi je suis Ève et Anne-Sophie est avec moi aujourd'hui. Donc, la présentation, elle se décline en 4 grandes sections. D'abord, Anne-Sophie va vous faire une mise en contexte de l'étude, vous parler de la méthode qu'on a utilisée et je vais vous parler des résultats, puis un petit bout d'échange à la fin, on laisse faire avec vous. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Ah, donc, pour ce qui est de la mise en contexte, en fait, là, je pense que tout le monde ici est au fait qu'on dénote une augmentation là, des catastrophes naturelles, autant dans leur fréquence que dans leur sévérité. Mais ça, c'est aussi particulièrement au Canada. Avant, on se dit, ah, ça arrive-tu vraiment ici? Mais oui, hein, on est très au fait dans le réseau où est-ce qu'on est actuellement. Donc, à chaque année, là, on dénote vraiment des inondations, des tempêtes qui sont assez violentes, des glissements de terrain, des feux de forêt. Mais il y a des zones qui sont particulièrement propices à vivre plusieurs catastrophes naturelles, dont la région de l'Outaouais, sur laquelle nous sommes plus penchés. Donc, depuis 2017, ils vivent à répétition des catastrophes. Donc, une inondation en 2017, une tornade en 2018, en 2019, une autre inondation. De 2020 à 2022, la pandémie de COVID-19 et en 2023, une nouvelle inondation. Donc, les jeunes qui vivent dans cette région-là sont vraiment susceptibles d'avoir vécu un cumul de catastrophes depuis 2017. Pour ce qui est des perceptions sur les changements climatiques, c'est quelque chose qui est encore discordant au niveau des adultes dans les études. Donc, il y a certaines recherches qui vont affirmer que le fait d'avoir été exposé à une catastrophe naturelle va faire en sorte que les personnes vont avoir là, un petit peu plus de préoccupations environnementales. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire un petit peu l'effet contraire, que le fait d'avoir vécu une catastrophe naturelle, ça n'aura peu ou pas d'impact sur les préoccupations au niveau des changements climatiques. Il y a toutefois comme 3 conditions qui vont préexister pour que les personnes aient ces préoccupations-là. Par exemple, le fait là, d'avoir une croyance envers les changements climatiques, le fait que l'événement va avoir été rapproché, va être en lien avec justement un événement climatique majeur. Et ensuite, là, que les leaders vont mettre ça en lien avec les changements climatiques qui vont avoir lieu actuellement. Chez les jeunes, en fait, comme beaucoup de sujets là, sur les catastrophes naturelles, c'est encore peu documenté leurs préoccupations au niveau là, des changements climatiques. Toutefois, les études qui vont l'aborder vont dire que ceux qui ont été exposés à une catastrophe, ça va augmenter leurs préoccupations par rapport au changement climatique et que ces jeunes-là vont adopter également davantage de comportements pro-environnementaux. Mais pour ça, il y a quand même une multitude de facteurs qui vont venir jouer sur ces préoccupations-là. Je vous les présenterai pas tous parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment un contexte multifactoriel, mais on voit par exemple là, qu'au niveau personnel, l'âge, on va voir chez les filles qu'il y a davantage de préoccupations au niveau de l'environnement. J'ai-tu dit l'âge, mais j'ai parlé du sexe. Ça m'arrive. Mais au niveau de l'âge, on voit aussi que la tendance de se séparer dans les sexes apparaît. Plus les jeunes garçons vont vieillir, moins ils vont avoir de préoccupations là, pour l'environnement. Au niveau là, des valeurs, des personnes qui vont avoir des valeurs plus conservatrices vont avoir tendance à avoir moins de préoccupations pour ce qui est de l'environnement. Également, ceux qui sont moins conscients des problèmes sociaux, ceux qui pensent avoir pas beaucoup d'impact sur les enjeux de société, ce sont des personnes qui vont avoir moins tendance à avoir des préoccupations envers les changements climatiques. Au niveau là, un petit peu plus éloigné, au niveau de la famille puis de l'environnement social des jeunes, c'est des choses que lorsqu'on va en parler dans l'environnement familial et au niveau des amis, c'est quelque chose qui va faire en sorte que ça va les sensibiliser à ces préoccupations-là, qui vont avoir tendance à avoir plus de préoccupations climatiques. Et au niveau contextuel, le fait de vivre en milieu urbain, souvent on dénote que les gens sont plus préoccupés par ces changements climatiques, mais également là, le fait d'être exposé à on voit que les jeunes sont exposés à beaucoup de médias de masse. Donc, plus plus ils consomment sur ces questions-là, plus ils vont être sensibles également à ces enjeux.
Donc, nous, aujourd'hui, en fait, on vient vous parler de résultats qu'on a eus c'est des données secondaires d'une étude qui avait pour but de comprendre les impacts psychosociaux des catastrophes naturelles, donc des tornades et des inondations, sur le parcours de vie d'adolescents et d'adolescentes en Outaouais. Donc, nous, on avait inclus là, des questions dans notre guide d'entrevue sur les préoccupations sur les changements climatiques, ce qui nous permet là, de documenter justement leur perception. La méthodologie qu'on a adoptée, en fait, nous, on s'est rendu dans deux milieux distincts. Donc, on s'est rendu en milieu rural dans la communauté du Pontiac. Et ensuite, là, en milieu urbain, on était plus précisément à Gatineau, à l'école secondaire Mont-Bleu. À l'école, dans le milieu rural, à l'école Sieur de Coulonges, on a rencontré 16 jeunes qui ont été exposés à une inondation. Tandis que dans le milieu urbain, c'est 12 jeunes qu'on a rencontrés qui ont été exposés à la tornade. Donc, on a mené des entrevues semi-dirigées entre le 16 et le 23 janvier 2023 d'un échantillon de jeunes qui étaient volontaires et qui avaient eu une exposition minimale à la catastrophe, bien évidemment. Et ensuite, nous, on a mené des analyses thématiques, de contenu thématique pour approfondir qu'est-ce qui nous avise. Je laisse la place à elle. Donc, au niveau des résultats, on voit là, quand même qu'on a un nombre assez similaire de filles et de garçons. On a 2 personnes non-binaires dans notre échantillon de 28 jeunes. On en a un petit peu moins en milieu urbain, donc 12, comme Anne-Sophie vient de le dire. Puis au niveau du niveau scolaire, on a 16 qui sont au premier cycle, donc secondaire 1, 2, 3, puis 12 qui sont au deuxième cycle. L'analyse qu'on a fait de contenu nous a permis, en fait, de dégager 4 profils de jeunes en fonction de leur niveau de préoccupation envers les changements climatiques, puis le niveau de contrôle qu'ils semblaient avoir ou non par rapport à ces enjeux-là. Donc, ça nous a permis de dégager un profil de jeunes qui sont plus engagés, d'autres qui sont plus impuissants, les résignés, puis finalement les désengagés. Donc, on va vous parler là, plus spécifiquement de ces profils-là. Donc, les 2 premiers, en fait, les engagés et les impuissants, ce sont ceux qui ont des préoccupations envers les changements climatiques qui sont quand même grandes. Donc, c'est une grande proportion de notre échantillon. C'est 20 jeunes parmi les 28 qu'on a interrogés. Pour eux, vraiment, la catastrophe qu'ils ont vécue, que ce soit la tornade ou les inondations, ça a été un point tournant là, dans leur vie. Ça a vraiment marqué des changements importants dans leur façon de penser, leur façon de voir l'avenir, etc. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait des risques importants en lien avec les changements climatiques. Donc, ils ont fait un lien entre la catastrophe naturelle et les changements climatiques. Et ils ont réalisé que c'était un problème qui était à la fois réel, sérieux et à ne pas négliger. Le fait que les catastrophes naturelles aussi puissent se produire partout, ça a été quelque chose qui les a vraiment frappés. Donc, ils se disaient, moi, j'étais conscient qu'il y en avait des séismes, des cyclones, des inondations dans le monde, mais je ne pensais jamais vivre ça chez nous, à Gatineau, ou encore dans le Pontiac. Donc, ça, c'est quelque chose qui les a vraiment saisis. Ils avaient vu des films avec des catastrophes naturelles, mais ils ne pensaient jamais vivre ça dans leur vie eux-mêmes. Donc, ça a été quelque chose d'assez bouleversant pour eux, puis ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui est susceptible de se répéter. C'est assez imprévisible, donc c'est quand même quelque chose de stressant. Puis on en voit de plus en plus. On a un jeune, par exemple, Will, de 15 ans, qui dit ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, à n'importe qui d'un coup. Donc, c'est quand même assez. Il nous exprimait quand même beaucoup d'anxiété dans les entrevues. Et il se rendait compte qu'une catastrophe, quand ça arrive dans une vie, ça a beaucoup de conséquences à différents niveaux. Donc, ils nous ont beaucoup parlé de ces conséquences-là. Donc, ici, on a un extrait d'une jeune fille, Isabelle, 14 ans, ce sont évidemment des prénoms fictifs, qui nous dit en 2019, quand on a eu les inondations, je pense que ça m'a fait réaliser c'est quoi le changement, le réchauffement climatique. On en parlait beaucoup à la télévision, en classe, on a beaucoup parlé du climat. Puis ça a changé ma façon de penser, je comprends mieux les impacts que ça peut avoir maintenant. On a Zach, 16 ans, qui nous dit « Je me suis dit que les changements climatiques étaient plus présents que je pensais parce que je me suis dit, hey, on a une tornade à Gatineau, il y a un maudit problème. Des catastrophes naturelles, il va y en avoir de plus en plus. » Donc, ça les a amenés, ces 20 jeunes-là, dans le fond, à avoir un regard vraiment différent sur le monde. Puis ça a généré beaucoup d'appréhension par rapport au futur. Donc, à court terme, d'abord, les jeunes se disaient, on a peur qu'il y ait un autre événement comme ça qui se reproduise dans notre vie. Surtout quand il y a des pluies violentes, des vents violents, on a peur de revivre la même chose qu'on a vécu. Ça fait
ça ravive, dans le fond, ces souvenirs-là qui ont pu être traumatiques pour certains. Et ceux qui vivent sur le territoire en milieu rural, ben, nous disaient, moi, j'en ai vécu beaucoup là, d'inondations, donc je le sais que ça va arriver encore. Hein. Au début, ils nous disaient, ça arrive une fois tous les 100 ans, puis là, ça arrive vraiment régulièrement dans notre communauté, donc on le sait là, que ça va arriver encore, puis on a peur quand ça va arriver. À long terme, mais ils s'inquiètent beaucoup pour les générations futures. Donc, pour eux dans le futur, mais aussi pour l'avenir de leurs propres enfants. Donc, dans quel monde ces enfants-là vont naître. Donc, le fait de vivre une catastrophe, ça fait en sorte qu'ils se rendent compte que ben, le monde dans lequel ils vivent, il est en train de se détériorer sérieusement, puis ça les inquiète pour l'avenir. Donc, on a Camélia, 14 ans, qui nous dit, j'ai souvent peur des inondations, des tornades, des choses de même. Quand je vois qu'il y a des gros vents, je pense qu'il va y avoir une tornade ou quelque chose. Je pense aux gens qui vont perdre leur maison. Et ça peut des pensées chez certains jeunes qui sont vraiment récurrentes tous les jours. On a Vincent, 16 ans, qui nous dit « Ça ne va pas aller de meilleur en meilleur, ça va aller de pire en pire. Puis je me dis, quand je vais être plus vieux, mes enfants, ça va être comment? » Donc, comme je le disais tantôt, chez ces 20 jeunes-là qui ont des préoccupations quand même assez importantes, mais il y a deux profils qui se dégagent. D'une part, on a des jeunes qui sont vraiment dans l'engagement, c'est la majorité, 14 d'entre eux, qui vraiment nous disent qu'il y a nécessité de prendre action par rapport au changement climatique. Moi, je suis préoccupée par ça, mais il ne faut pas juste rester un spectateur, il faut agir dans cette situation-là. C'est une responsabilité à la fois individuelle et collective. Donc, les jeunes nous disaient individuellement tout ce qu'ils faisaient, je vais vous lire des extraits tout à l'heure, pour faire un changement à leur niveau, donc des choses vraiment concrètes. Mais ils me disaient, mais c'est pas juste une responsabilité individuelle, il faut aussi que les gouvernements s'en mêlent, il faut qu'il y ait des législations pour encadrer les choses, il faut agir, il faut que dans les milieux scolaires aussi, il y ait plus de sensibilisation, d'éducation. Donc, il y avait beaucoup d'idées. Ils considéraient qu'il y avait un pouvoir d'agir, donc que les gens pouvaient agir dès maintenant pour que le futur soit plus positif. Et ils considéraient qu'il y avait un rôle à jouer eux-mêmes dans le changement des mentalités en convainquant les adultes, entre autres, de leur entourage. Puis ils avaient une vision positive de leur impact. Donc, on a Flavie, par exemple, 15 ans, qui nous dit « L'avenir, ça dépend vraiment de comment on agit. Si on essaie d'améliorer nos habitudes, je dirais que je vais voir l'avenir positivement. » À l'inverse, ben, on a 6 jeunes qui se sentaient davantage impuissants. Donc, très préoccupés, mais il y avait un gros sentiment d'impuissance. Donc, on considérait que les catastrophes, ben, c'est quelque chose d'imprévisible, qu'on ne peut pas contrôler. Il y avait l'impression d'avoir aucun pouvoir d'agir là-dessus. Donc, il nous disait, par exemple, ben, c'est Dame Nature, donc on ne peut pas contrôler, c'est Dame Nature qui choisit. Ou encore, ben, c'est un Dieu, c'est un être supérieur, en fait, qui fait en sorte que ces événements-là arrivent ou pas. Donc, il n'y a aucune action possible pour ces jeunes-là, ce qui fait en sorte que c'est assez bouleversant et anxiogène pour eux. Ils nous disent, à part prier ou se préparer pour que les conséquences soient moins graves, par exemple, en cas d'inondation, ben, faire des sacs de sable quand on voit que le niveau de l'eau augmente, ben, je ne vois pas ce que je peux faire, dans le fond, pour changer les choses. Donc, une vision beaucoup plus pessimiste de leur impact. Donc, on a Béatrice, 15 ans ici, qui nous dit « Si on fait tous des petites choses, il n'est pas trop tard, ça vaut la peine d'essayer de changer. J'ai vraiment fait des changements concrets pour avoir un moins gros impact environnemental. Je mange plus de viande depuis 4 ans. On est le plus zéro déchet possible chez nous. J'essaie de moins rester dans ma tête et vraiment de faire des choses concrètes pour sentir que je fais une différence. » Donc, elle est évidemment dans le profil engagé. On a Nora, 13 ans, qui c'est plus un sentiment d'impuissance qui l'habite. Donc, elle dit, ce sont des catastrophes naturelles, tu ne peux pas les contrôler, il faut que tu vives avec parce que tu ne peux pas vraiment le changer. Ce n'est pas toujours plaisant, mais ce n'est pas de la faute à personne. Tu ne peux vraiment rien faire, c'est hors de ton contrôle. On a vu qu'il y a certains jeunes, donc il y en a 8 dans notre échantillon, qui ne sont pas vraiment préoccupés par les changements climatiques. Il y a comme 2 groupes qu'on a pu définir là, parmi ces 8 jeunes-là. D'abord, bon, je les ai appelés les résignés. Je ne sais pas si c'est le bon terme, vous aurez peut-être une proposition à me faire tantôt. Mais ce sont tous des jeunes qui ont vécu des inondations, en fait, et qui en ont vécu plusieurs. Et qui en viennent à dire, bien, je sais que ça va revenir dans ma vie, ces événements-là. C'est certain. C'est prévisible. Par contre, je me sens préparée pour y faire face parce que là, on en a eu plusieurs inondations comme ça. Donc maintenant, on sait quoi faire, on sait comment agir, on sait que ce ne sera pas si pire que ça. On va être pris en charge, il va y avoir des solutions, etc. Donc, ils sont plus dans une optique de, on va développer des stratégies pour limiter les dommages quand ça va arriver. Et les autres, donc 3 jeunes parmi les 28 qu'on a interrogés, qui étaient plutôt désengagés, c'est-à-dire qu'il y avait un faible niveau de connaissance. Ils nous le disaient d'emblée.
Changement climatique, pourquoi on parle de ça? Je suis venue parler des inondations ou de la tornade. Je ne comprends pas pourquoi tu me parles de changement climatique. Donc, il y avait un sentiment d'être peu concerné aussi. Donc, une vision beaucoup plus individuelle, par exemple. Ben moi, je vis loin de la rivière, donc ça ne me dérange pas. Donc, pas vraiment une vision collective de ce que ça peut avoir comme impact au niveau de la communauté. Puis, il y avait certains jeunes, plus dans le Pontiac, qui nous disaient ben, c'est la faute de la municipalité, des barrages, etc. Donc, ce n'est pas un événement qui est lié au changement climatique. Donc, on a Ambre, 15 ans ici, qui nous dit « Je ne suis pas vraiment inquiète. On va savoir quoi faire s'il y a des inondations qui se reproduisent parce qu'on est bien préparé. Quand l'eau commence à monter, le monde fait des poches de sable juste au cas où que l'eau qui reviendrait. Chez mes grands-parents, ils ont une règle au bord de l'eau et là, ils peuvent voir comment l'eau monte. Quand ça monte à un certain niveau, ils commencent à mettre des poches de sable au cas où. On sait ce qu'il faut faire si ça revient. » Donc, c'est quand même rassurant. On a Ursule, 15 ans, qui nous dit réchauffement climatique, je dirais que là, cet hiver, je l'ai vraiment vu. Chaque hiver, la neige retarde. Quand j'étais jeune, il y avait de la neige jusqu'à l'Halloween. On dirait que ça ne m'inquiète pas plus que ça, genre, ça ne me stresse pas. Donc, en conclusion, ce qu'on peut voir, en fait, dans le portrait qu'Anne-Sophie avait fait au début de la présentation, c'est qu'il y a peu d'études qui portent sur les jeunes exposés à des catastrophes et qu'est-ce que ces jeunes-là pensent des changements climatiques. On en a recensé seulement 2. Et ces 2 études-là disaient ben, que ça avait un effet plutôt positif au niveau des préoccupations environnementales. Donc, les jeunes développaient une plus grande préoccupation environnementale, puis s'engageaient aussi dans des comportements pro-environnementaux. Nous, on a des résultats qui sont un petit peu plus nuancés, même si la plupart des jeunes sont préoccupés par les changements climatiques. Ça ne se matérialise pas nécessairement dans des gestes concrets pour changer les choses. On en a quand même qui ben, considèrent que ce n'est pas vraiment lié non plus là, au fait d'avoir des catastrophes naturelles. Donc, on a comme un échantillon un petit peu plus diversifié au niveau de ces opinions. Puis évidemment, mais comme on l'a vu, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Nous, on s'est intéressé là, rapidement à ça parce qu'on voyait qu'il y avait des choses intéressantes qui ressortaient dans le fond dans les entrevues qu'on a fait, même si ce n'était pas l'objectif de notre recherche. Donc, on n'a pas parlé pendant 90 minutes aux jeunes de cet aspect-là. C'était vraiment quelques questions là, à la fin de notre entrevue. Donc, on se dit qu'il y a des choses intéressantes à creuser. Puis dans le projet, notamment, un des éléments qu'on veut regarder, c'est que pour 26 des 28 jeunes, on a aussi interrogé le parent. En entrevue individuelle. Donc, c'est un élément qu'on veut aller creuser dans nos analyses, voir est-ce que ce que le parent pense, ça a un impact sur ce que le jeune pense aussi. Possible. Oui. On peut en faire l'hypothèse. C'est ce que j'ai entendu dans les entrevues avec les parents et ça se ressemble. Oui, on va confirmer ça peut-être l'année prochaine. Ouais. Donc, nous, ça nous convainc parce que ben, c'est un peu ce qu'on fait là, depuis plusieurs années, donner une voix aux jeunes par rapport aux catastrophes. Donc, ça nous convainc que c'est important là, de continuer dans cette veine-là. On considère que les jeunes, ben, ce sont des acteurs sociaux qui sont légitimes, mais c'est eux qui vont vivre dans le monde de demain. Donc, c'est important de leur donner la parole sur ces enjeux-là, même s'il y a peu de recherches qui le font, malheureusement. Et ce sont de puissants catalyseurs de changement aussi dans leur famille, dans leur communauté. Donc, c'est souvent eux qui amènent un mouvement de changement. Donc, on pense que c'est important d'aller les interroger sur ce qu'ils pensent. Voilà, ça fait... C'est la fin. Là, si vous avez des questions. Oui. Je peux poser? Oui, bien sûr. Bonjour. Je travaille plutôt avec des études littéraires, mais j'ai été intéressée à ce colloque parce que c'est une question que je vois arriver partout. Je ne pense que ça maintenant partout. Je vais dire, est-ce qu'il y a une raison plus majeure comme ça dans la planète, qui fait en sorte qu'explique ces catastrophes, ces inondations? Par exemple, quelque chose au niveau des océans, parce que j'ai déjà entendu, les océans sont en train de monter, il y a quelque chose là. Et par exemple, j'habite près de la mer. On dit un jour la mer va arriver. Et quand je vois, par exemple,
L'année dernière, j'ai été en Allemagne, dans une petite ville, très calme, très organisée, où les gens ne jettent pas des choses. Les Allemands sont très disciplinés parce qu'on dit qu'ailleurs, c'est à cause de la population, on jette des plastiques, des trucs comme ça. Et on m'a dit, il y a une inondation terrible ici. Et personne, il n'y a pas eu de mort, mais toutes les voitures dans l'université ont été inondées. Je vois, par exemple, au Brésil, c'est toujours lié l'inondation à l'affaissement des terrains. Alors, parce que c'est très argileux, je sais pas, il y a toutes des maisons, des hôtels qui tombent, qui s'écroulent comme ça. Et on a vu l'année dernière, il y en a dans le sud du Brésil, à Porto Alegre, les lacs qui ont été... Mais je ne sais pas comment dire je ne sais pas, ni en français ni en portugais, comment il y a une technique qui freine les lacs, les rivières, etc. Et que les mairies ont été très négligentes par rapport à ça, et ça détruit la ville. La ville a été évacuée, Porto Alegre. Alors, mais je vois qu'il y a partout, partout en France. Il y a eu en France, ici à Montréal, c'est à cause des refontes des neiges qui, c'est de plus en plus intense qu'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a un dénominateur commun, quelque chose lié à, c'est pas quoi, à la planète, hein, à l'évolution de la planète, qui explique. Moi, je suis professeure en travail social. Je pense que les gens qualifiés que moi pour vous répondre là-dessus, mais ce que j'ai retenu de la table ronde tout à l'heure par rapport à ça, c'est si vous demandez la question à 10 spécialistes, vous allez avoir 10 réponses. Oui, mais un facteur commun, c'est vraiment le réchauffement de la température moyenne. Le chauffement. Parce que si l'eau est plus chaude, forcément, elle prend plus d'espace. C'est ça qui fait qu'elle monte. Il n'y a pas plus d'eau, elle fait juste prendre plus d'espace. Et ça crée beaucoup de stress dans les différents systèmes météo. Là, moi aussi, je ne suis pas météorologue. Un de mes co-directeurs lit, fait que je prends des cours, des météo de temps en temps. Et c'est ça qui explique. Moi, j'étais honnêtement, c'est peut-être un peu bête, là, mais j'ai été surpris d'apprendre dans ces petites sessions de formation-là que la quantité d'eau sur Terre ne change jamais. Elle fait juste changer de place. Il n'y a jamais plus d'eau qu'avant. Elle s'évapore ailleurs, puis elle tombe ailleurs. Et le fait que ce soit plus chaud, le réchauffement, fait que ces systèmes-là qui étaient peut-être plus stables avant deviennent plus instables aujourd'hui. Puis là, il y a des endroits où on n'a pas de pluie du tout pendant des mois, des mois, des mois. Puis il y a des endroits où ils ont de la pluie comme ils n'ont jamais vu avant. C'est la même eau, hein? Elle fait juste tomber, elle s'évapore, elle s'en va ailleurs, elle tombe ailleurs. Fait que c'est vraiment juste une question de réchauffement de la température moyenne. En tout cas, moi, je ne vois pas d'autres. De façon générale, là, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais essentiellement, c'est juste une question de réchauffement. Oui. Au niveau planétaire aussi, vous êtes brésilienne, j'ai bien compris. C'est sûr que notre réseau, le réseau du risque, regarde les inondations sur le territoire du Québec. Mais dans nos recherches, et c'est aussi intersectoriel, c'est pour ça qu'on a entendu des météorologues, on a entendu des mathématiciens, des actuaires, des travailleurs sociaux, beaucoup de recherches qui viennent de plusieurs disciplines pour alimenter un peu la connaissance de ce qui est en train de se passer. Moi, personnellement, mon recherche, ça touche au niveau international. Mon terrain, c'était au Colombie. Mais oui, c'est le même facteur de changement climatique, le réchauffement, donc il y a des résultats naturels météorologiques. Mais les réalités de terrain, socio-économiques, de gouvernement, politique et d'aménagement du territoire, on voit un peu les mêmes enjeux. Donc, des solutions physiques, etc. Et on retourne toujours, et j'essaie de faire le lien au projet-ci, mais on retourne aussi au fait que les habitants du territoire, les citoyens, les citoyennes ont aussi un rôle à jouer dans tout ce qui est la gouvernance. Donc, oui, il y a l'État, oui, il y a des secteurs privés, mais il y a aussi quand même un aspect citoyen qui est très, très important face à comment la discussion sociale et politique est en train de jouer. Donc, on a entendu ce matin dans les interventions beaucoup de points de vue financiers
parfois froide, comme on l'a décrit, qui est financier, qui est sur objectif et regardant le physique. Mais on a aussi entendu le côté santé, on a aussi entendu le point de vue très climatique, les analyses satellitaires, mais l'aspect humain aussi, différentes voix des individus. Et j'ai assez parlé pour faire lever une main au fin fond de la salle. On va passer 1, 2 et 3 après. Merci. Donc, oui, Véronique Gauthier, professeure de travail social à l'Université de Québec à l'UQTR. On a appelé Ève, comme moi, Anne-Sophie, mais ça a été vraiment une présentation. Merci pour la présentation, très intéressante, très pertinente. J'en ai appris beaucoup sur les jeunes. Plusieurs questions, mais je vais essayer de me limiter aussi dans toutes mes questions. La première, c'est, vous avez vu dans la recension de la littérature qu'il y avait des préoccupations plus dans les milieux urbains que ruraux. Je voulais voir, est-ce que dans vos résultats, finalement, on voit qu'il y a une plus grande proportion de jeunes qui avaient des préoccupations à la base. Mais est-ce qu'il y avait une si grande différence que ça dans les différents secteurs? Puis comment on peut l'expliquer selon vous un petit peu? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de variables, hein, fait que c'est difficile, puis on a un petit échantillon, fait que c'est vraiment difficile de tirer des conclusions. Mais un autre facteur qui joue, parce que oui, on le voyait plus en milieu urbain, effectivement, dans notre échantillon, mais nos jeunes étaient plus vieux aussi en milieu urbain, donc étaient un petit peu plus articulés au niveau de leur pensée et tout. Fait que ça peut jouer aussi, puis ils venaient de milieux quand même très favorisés, avec des parents très instruits. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs au-delà du lieu géographique, là. Ouais. Quand Xavier nous avait invité aussi à réfléchir au mot restriction. Fait que moi, c'est ça, je l'ai vu comme une invitation. Ben J'ai réfléchi. Je voyais des points un peu, je ne sais pas si c'est le bon terme non plus, mais je voyais des points avec le sentiment d'être préparé, d'avoir développé des stratégies, peut-être au bout de la résilience. Je ne sais pas, c'est comme le mot qui me venait spontanément en tête. Je ne sais pas si c'est à fait approprié, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose au niveau de la résilience, moins d'appréciation, mais la grande probablement. J'avais pensé à adapter, mais je me dis en même temps, il y a quelque chose de triste là-dedans. Ouais. Tu sais, j'avais comme dans le sens. Confiant, peut-être? Ouais, confiant, oui, ça peut être négatif, ça peut être positif. Une bonne idée. J'étais contente quand vous avez parlé de la famille, puis je me demandais si c'est quelque chose que vous avez réfléchi après de faire des entrevues familiales pour voir comment une famille limitée se transforme aussi en force de faire une accumulation aussi de catastrophes, là, comment cette unité familiale-là se transforme aussi. On le voit quand même un peu là, dans nos données parce qu'on a fait des tableaux là, justement où est-ce qu'ils nous parlaient des transformations qu'ils ont vécues depuis l'inondation 2019 jusqu'au moment, puis on est capable de le voir là, tant chez les jeunes que chez les parents parce qu'ils abordaient beaucoup de sphères. Fait qu'on est capable de voir quand même les transformations au niveau des familles à la suite là, d'une catastrophe tant la tornade que l'inondation. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le double regard parce que comme on a fait les entrevues individuelles avec les diades, mais séparément, bien, souvent, puis moi je l'ai constaté dans d'autres recherches sur les catastrophes, le parent a une idée biaisée de comment son enfant a vécu les choses. Donc, si on se base juste sur ce que le parent nous dit, ben, on n'a vraiment aucune idée du vécu du jeune parce que souvent c'est très différent quand on pose la même question. On a d'autres préoccupations, donc financières, les assurances matérielles, tandis que le jeune, ben, il est dans une incompréhension de ce qu'il vit parce qu'il ne sait pas comment tout analyser ça, puis il voit son parent stressé. Fait que c'est vraiment pas les mêmes réalités là, qu'on perçoit. Intéressant. Peut-être une dernière question. Au niveau de la laïcité, est-ce que vous avez vu des moments où ça a été vraiment marquant la prise de conscience chez les jeunes, où là, ils ont dit, là, parce que je voyais là, dans les verbatims, il y avait quelques moments qui nommaient, mettons, l'inondation, d'autres qui ont nommé la tornade. Est-ce que vous avez senti que, ou non, c'était vraiment différent, puis personnel à chaque jeune, tu sais, le moment de sa prise de conscience? Je pense que c'était relatif. Il y a un point tournant qui était important parce que c'était des calendriers historiques de vie qu'on faisait avec eux. C'était la pandémie. Le fait de vivre la pandémie après avoir vécu une catastrophe, ça ravivait puis ça amenait beaucoup de questions. Oui, ça met bien les choses en perspective, là, ce qu'ils ont vécu, le confinement aussi, par rapport à ce qu'ils vivent dans une autre catastrophe, parce qu'eux aussi le voient comme une catastrophe, la pandémie. Donc, je pense que c'est ça qui a fait un changement. Est-ce que vous pensez faire une étude longitudinale, peut-être retourner, puisqu'il y a des probabilités quand même qu'il y ait d'autres. Oui, bien, ce milieu scolaire-là, c'est le troisième projet. Là. Moi, j'en suis à mon troisième projet avec l'école qui est partenaire
parce qu'on est financé pour le volet inondation par le risque, là, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on est financé par le CRSH pour le volet en milieu urbain. Mais l'école en milieu rural, j'en suis à mon troisième projet de recherche avec eux. Là, on s'aime beaucoup. Regarde. Non, c'est vraiment une belle école, des beaux jeunes, puis on les connaît bien aussi parce qu'on y va quand même régulièrement. Merci pour avoir votre travail. Merci, Caroline. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Si j'ai bien compris, par la suite, vous allez essayer de voir est-ce que chacun des 4 profils a été influencé comme par des facteurs individuels ou familiaux. Et juste, est-ce que vous allez travailler avec les mêmes jeunes dans le sens où vous allez faire d'autres entrevues, ou alors vous allez comme étudier d'autres échantillons pour d'autres aléas, d'autres secteurs? Je ne pense pas. Peut-être que ça va nous avoir piqué notre curiosité, puis on va essayer d'aller vers une recherche quantitative là, pour voir comment, à plus grande échelle, comment ça se distribue, là, parce que là, on a vraiment un petit échantillon. Parce que moi, une de mes pistes, qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions que les 2 études qui ont été faites sur cette question-là, c'est que nous, on n'a pas annoncé aux jeunes, on fait un projet sur les changements climatiques. J'imagine que les chercheurs qui ont fait ça, mais ils ont eu des gens qui étaient probablement plus convaincus, qui avaient quelque chose à dire là-dessus, du moins. Donc, nous, souvent en Cali, c'est des échantillons volontaires. Donc, nous, c'était pas ça l'objet du projet, fait que ça surprenait un peu les jeunes quand on arrivait avec ces questions-là, surtout s'ils n'étaient pas vraiment, ils n'avaient pas de connaissances ou peu de connaissances sur le sujet. Mais il n'y en a pas beaucoup qui c'était le cas, en fait. Il y en avait seulement 3 sur les 28. Mais... Et est-ce que, juste dernière question, est-ce que les jeunes qui sont exposés par les inondations, est-ce que c'est vraiment ceux qui ont vécu l'inondation dans leur maison? Ou alors c'est ceux qui ont eu de l'eau dans le quartier, qui ont été isolés, qui ont... On a un mélange des deux. On a 2 profils là, d'exposition, vraiment ceux qui ont eu l'inondation dans leur maison et ceux qui ont été un petit peu plus affectés, qui ont accueilli là, des gens de la communauté dans leur maison. Donc, on a les 2 profils là, qui se dégagent. Est-ce que justement les profils sont influencés par ça? Est-ce que l'intensité de l'exposition va jouer peut-être sur... je l'ai regardé un petit peu, puis non, je n'ai pas vu vraiment de tendance. Là. Oui. Pour l'instant, mais c'est un élément que je pense qui se ressort dans la littérature au niveau des adultes comme un élément, un facteur qui joue. Donc, ça serait quelque chose d'intéressant à voir, mais là, on a vraiment un petit échantillon. Ce serait intéressant de le regarder avec un gros bassin de jeunes. C'est ça. Y a-t-il des études de fait avec des adultes qui ressembleraient à la méthodologie que vous avez employée, qu'on peut comparer? Oui. Okay. Puis c'est ça, les adultes, ça ressemble plus aux résultats que nous, on a. C'est-à-dire qu'il y a des études qui disent oui, ça amène les adultes à développer des préoccupations, puis il y en a d'autres qui disent non, pas vraiment, ça ne change pas. Non, puis les études qui ont porté sur les jeunes disaient justement, on va aller voir le point de vue des jeunes parce que ça risque d'être différent de celui des adultes. C'est un peu le postulat. J'étais surpris tantôt d'entendre Nathalie Saint-Amour qui disait que ça renforce l'attachement au territoire. Les inondations, c'est incroyable. C'est contre-intuitif. Les jeunes, dans notre échantillon, nous disaient, dans le contexte de la pandémie, puis dans une autre étude plus vaste qu'on a faite, nous disaient ça nous prendrait des inondations pour souder notre communauté. Oh oui, ça. Il n'y en a pas juste ceux qui ont dit ça, là. Il y en a beaucoup qui Sur la même thématique, en fait, il y a des analyses qui pointent vers une augmentation de résilience quand il y a une augmentation d'attachement au territoire. C'est comme ça, c'est main en main. Oui. Pardon. Non, c'est vrai, là, on le voit, puis vraiment dans le milieu avec les inondations, c'est beaucoup plus marqué. Les jeunes ils veulent pas partir de leur communauté. Ils sont comme moi, je veux habiter dans la maison de mon père, même si je sais que je vais avoir une autre inondation, même s'il m'a averti, je suis comme moi, je veux la maison de mon père plus tard. Ça rend les stratégies de résilience encore plus importantes. Oui, puis c'est un beau moment de passer la question à Saint-Marc avec François Robillard. Est-ce que le type de catastrophe a un lien avec un peu le sentiment d'impuissance face à la catastrophe? Parce que, tu sais, une inondation, surtout, c'est la rivière des Outaouais qui arrive, même si c'est quand même, c'est soudain, mais on voit venir l'eau, tandis qu'une tornade, c'est vraiment, c'est inattendu, puis ça arrive là, comme ça.
La différence qu'on voyait beaucoup, mais ceux que j'appelle les résignés, là, qu'on va les rebaptiser, là, mais on va dire les confiants, mais ceux-là, c'était vraiment des jeunes qui avaient vécu des inondations. Donc, le fait d'avoir vécu plusieurs fois, ben, ça changeait leur regard. Puis même, ils disaient, ben moi, ça ne me stresse pas de revivre une inondation. Par contre, si on vivait une tornade comme ils ont eu à Gatineau, là, j'aurais peur. Donc, ouais, ça pouvait changer effectivement le regard. Là. Oui. Je prends ma balle au bon de l'ouverture concernant les réflexions autour de la résignation. Ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas un basculement qui s'exercerait entre la résignation et l'acceptation. C'est-à-dire la résignation par contrainte et l'acceptation, on accepte de vivre avec les aléas climatiques, par exemple, suite à un certain nombre d'aléas ou d'événements climatiques dans le temps. Donc, c'est intéressant de voir suggestion. Oui, mais merci. C'est intéressant. Oui, je note. C'est super intéressant. Oui. Une dernière toute petite question. Est-ce que vous avez inclus dans vos entrevues leur source d'information? Oui, ils s'informent par rapport au changement climatique. On l'a, mais pas pour tous les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui nous disaient j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, je connais pas grand-chose. Donc, ceux-là, on n'a pas poussé. Ouais. Mais oui, on l'a. Puis, étonnamment, ce qui m'a vraiment surpris, je sais pas toi, là, mais c'est le milieu scolaire. Incroyable. Leur cours de géographie. Oui, mais il y a été incroyable. Les catastrophes dans leur cours aussi. Ouais. Ça joue beaucoup. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai trouvé beau là, de voir. On sait que l'inondation s'en vient. Fait que là, notre prof nous parle en géo d'inondation. Fait que c'est ça qui est le fun de voir les préoccupations qui viennent du milieu scolaire. Il parle aussi d'adultes significatifs, notamment les parents, là, mais les professeurs, ça m'a impressionné à quel point ça revenait beaucoup. Il parle des médias aussi, mais moins. Mais vraiment, l'école est... Très important. Oui.